Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra du moment où vous regarderez cet épisode, cet énième épisode en bref. Et là, on va se pencher sur le forfait élève avec ce titre que tu as trouvé. Donc, Eric Landau, bonsoir. Eric, bonjour, bonsoir. Salut Merci. et bonjour à toutes et à tous. Ouais. Plutôt prévenir que guérir, c'est l'intitulé. Pourquoi un tel titre? Alors pourquoi ce titre? Parce que nous travaillons beaucoup sur les questions scolaires et notamment des forfaits élèves à calculer pour les écoles du privé, donc pour la maternelle et élémentaire pour les communes, mais aussi collège pour les départements, lycée pour les régions. Et dans ces questions de forfaits élèves, ce que nous voyons énormément, Hum, c'est des services scolaires, des services marchés, des services financiers et des services communication qui communiquent sur tout ce que fait la collectivité sur l'école et combien ça coûte, qui pensent à leur matrice budgétaire de manière totalement séparée de ce que seront demain les grilles de lecture plus ou moins offensives des écoles privées. Alors, historiquement, beaucoup les OGEC, mais quelques nouveaux acteurs dans ce secteur aussi. Et on se retrouve ensuite en expertise au contentieux, en très mauvaise situation, ah ouais. alors que si on y avait pensé dès l'amont, dès l'organisation des services, dès la communication et dès l'établissement des matrices budgétaires, on aurait beaucoup, beaucoup moins de sous à sortir in fine. Voilà. D'accord. Bon. Tu peux nous rappeler quand même ce que c'est d'abord, le forfait élève, en quelques mots? Ah bah, l'idée, elle est simple, hein. Ouais. C'est que quand j'ai une école publique Mhm. sous contrat dans ma commune, mon contrat simple, mais si j'ai accepté le contrat, je simplifie. Donc, si j'ai une école privée sous contrat dans ma commune, et parfois dans le cas des contrats simples, eh bien, je dois payer ce que coûte un élève du public. Je dois payer l'équivalent de ça au privé. Mais attention, comment je calcule ça? Bah, je vais regarder combien coûte un élève. Alors, évidemment, l'élève de telle commune ne sera pas le coût de l'élève de telle commune ne sera pas le coût de l'élève de telle autre commune. Là, on a des différences considérables. Mhm. Et il faudra intégrer les dépenses, un certain nombre de dépenses indirectes. Ouais. Ça sera par exemple l'inscription scolaire pour les communes. C'est directement fait dans les établissements publics locaux d'enseignement pour les collèges et les lycées, mais ce sera pour les communes. Il y a une partie des services marchés publics, il y a une partie des services d'entretien, il y a une partie des services donc techniques, juridiques, financiers qui bossent aussi pour les questions scolaires. Et les requérants, OGEC ou autres, vont dire: ah, bah, si j'intègre toutes ces dépenses, chez vous, ça sera 100 euros, 400 euros, 600 euros par élève. Mais attention, je n'intègre dedans pas les dépenses d'investissement à des tout petits détails près sur certaines dépenses informatiques. Mhm. Et je n'intégrerai pas dedans un certain nombre de dépenses de périscolaire, c'est-à-dire restauration scolaire, accueil du soir, etc., qui sont vraiment un régime à part. Ah. Mhm. Et donc, très souvent, il y a des recours parce que les communes payent moins que ce que ça coûte selon les requérants. Dans, Mhm. dans certains territoires où on a particulièrement soigné l'école privée, il arrive parfois que les recours aient lieu parce qu'on pense qu'on donne trop à l'école privée. D'accord. De l'extérieur, alors peut-être que tu as déjà répondu, mais la règle de calcul paraît complexe, mais heureusement. Je veux dire, mais voilà, est-ce qu'il y a plusieurs manières de calculer finalement ce forfait? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est que, ça. alors, d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, Ouais, voilà. comme je l'ai dit, intégrer les dépenses de périsco ou d'investissement qui sont à part. Pour le périscolaire, c'est un peu plus subtil que ça. Pour l'informatique, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Deuxième chose, il ne faut pas prendre ce que l'on paye aux communes voisines pour les élèves scolarisés dans une commune et qui habitent dans une autre commune. D'accord. C'est un autre mode d'emploi. Par exemple, dans ce régime-là, on prend en compte aussi les richesses respectives des communes. Ce n'est pas le cas pour les écoles privées. Il y a certains élèves aussi que l'on va prendre en compte, d'autres non. On va non seulement calculer un forfait élève, combien ça coûte, mais il y a certains élèves qui n'y ont pas droit. Si l'élève n'a pas le droit, n'habite pas la commune ou ne relève pas d'une des trois dérogations qui font qu'on est dans l'obligation de payer pour des communes, des élèves ne résidant pas dans la commune. D'accord. Très bien. Simplifié, en gros, c'est ça, la loi D'accord. Carle. Après, on va prendre les dépenses scolaires immédiates, ce qui est identifié, bah, les dépenses d'entretien. Pour rester pour les communes d'école primaire, je ne prends pas l'investissement, on l'a dit, mais j'aurai certaines réparations. Bah oui, mais c'est quoi la frontière? Ouais. Compliqué.
D'accord. Deuxième chose, j'aurai les dépenses évidemment d'entretien, les ATSEM, les factures d'eau, d'électricité, etc. J'aurai tous ces trucs-là. Mais le vrai débat, c'est sur toutes les charges indirectes, ce qui est fait par les autres services où là, on a une moins grande traçabilité, une moins grande lisibilité budgétaire. La question que se pose de savoir que faire en cas d'expertise, en quelque sorte. Bah, il y a une réponse simple et une réponse compliquée. La réponse Ah, simple, c'est on sort ses chiffres et on discute avec l'expert, on essaie de le convaincre. ah, La réponse compliquée, c'est que est-ce que je me retrouve avec un expert habitué à la comptabilité privée, comme ça nous arrive dans plus de la moitié des cas, ouais. et là, bah, on est dans l'inconnu. C'est-à-dire que on peut avoir des sommes qui vont aller du simple au triple, je n'exagère pas, selon les dossiers, par rapport à ce qui était supposé ou ce qui serait vrai. D'accord. Ok. Donc, la réaction, c'est on fait l'expertise de bonne foi. Comme Mhm, dans toutes les expertises, on discute chiffres. Et mhm, l'avocat ne doit surtout pas être agressif. Très souvent, parce qu'on est dans des conditions tendues, les avocats, pour faire plaisir à leurs clients, se lancent dans des guéguerres, des postures, comme si on était en plaidoirie. mhm, Les experts, en général, détestent ça leur fait perdre du temps, mhm. et ça leur fait perdre de la technicité objective. On décortique tel compte ou tel compte. Ouais. Donc, il ne faut surtout pas être agressif. Il faut évidemment être un Dans la peu vie en général pas aussi, d'ailleurs. trop, dans la vie en général. Mais Mais là, en particulier. pour un avocat, le paradoxe, c'est qu'on est parfois obligé de rassurer le client sur le fait que c'est normal que nous n'ayons pas été agressifs parce qu'il veut qu'on se batte. Bah oui, mais non, voilà. Non, voilà. Pas là, pas en expertise. Ok. Deuxième chose, ou très peu. Deuxième chose, parfois il y a besoin d'une expertise contre-expertise ou pas. Et là, ça va dépendre aussi de la psychologie de l'expert. Il faut le vérifier très vite. Si on a la chance d'avoir un expert qui connaît un peu la compta publique, bah, si notre dossier n'est pas mauvais, ça vaut le coup de continuer l'expertise. Sinon, bof. En tout état de cause, de la même manière que pendant la plupart des guerres, la diplomatie n'est jamais totalement interrompue quand même. De la même manière, en cas d'expertise, il n'est pas inutile de continuer à avoir des discussions entre avocats. Attention, hein, même si vous n'avez pas d'avocat ou que vous ne voulez pas avoir d'avocat là-dessus, ce que je peux comprendre dans certains cas, mais c'est utile au minimum d'utiliser un avocat pour les échanges, pour que ceci soit confidentiel. Parce que si vous avez un mail qui est demain susceptible d'être produit en justice en disant bon, allez, ok, on accepte de monter à 652 €. C'est une somme importante, ça, hein, là, 652 fois. Ouais, ouais, Bon. Ou parfois on s'en approche. Eh bien, évidemment que là, vous êtes mal. Si tout d'un coup, votre position, c'est de dire que ce n'est que 400 ou 352, vous êtes très, très, très mal. ouais. Donc, évidemment, il faut que ça soit couvert par ce professionnel. Voilà. Et D'accord. puis, donc, en cas d'expertise, on n'est pas agressif. On va voir quel type d'expert on a pour doser ce qu'on va faire au contentieux ou à la négo. Et on aura un contre-expert ou pas selon la psychologie et la capacité qu'on imagine être celle de l'expert. Et si on choisit un contre-expert qui discute entre eux, on choisit quelqu'un qui ne joue pas à donner la leçon à l'expert parce que sinon il va détester ça, on va se faire un ennemi. Ouais. Mais encore une fois, quand on en est à l'expertise au contentieux, c'est qu'il est trop tard. Oui. Donc là-dessus, on est clair. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité quand même d'anticiper pour éviter ce genre de situation? Bah, on peut anticiper en lâchant tout aux écoles privées qui le demandent, mais ce n'est pas une solution et ça peut avoir un rebond contentieux négatif. Non, la vraie manière d'anticiper, c'est de penser à ces questions-là sur les matrices budgétaires et sur la communication. Le drame que nous avons souvent, Ouais. c'est des communes qui communiquent sur leur budget et qui, parce qu'elles veulent communiquer et montrer qu'on dépense avant tout pour nos enfants, Mhm. finissent par mettre des sommes énormes de dépenses par élève ou par enfant dans les documents sur la communication budgétaire, dans le bulletin municipal, ce genre de trucs. Mhm. Qu'est-ce D'accord. que vous voulez qu'on fasse après? Alors, à la limite, en commune, on a toujours l'idée de dire ouais, mais ça inclut le périscolaire, c'est ça qui nous coûte cher. Mhm. Mais si j'ai des lignes périscolaires identifiées, je veux dire, j'aurais une Mhm. Mhm. D'accord. situation fragile. Dans les D'accord. départements ou les régions où il y a moins cette question-là, on a une dépense purement identifiée comme scolaire, alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que sauf à sortir la restauration du midi, des choses comme ça, on va se retrouver à avoir, nous, une position appuyée sur les budgets, sur l'analyse des comptes,
Et derrière, on va nous dire, oui, mais attendez, dans le bulletin d'information départementale de mai 2017, on a dit qu'on dépensait tant par collégien. Hein, bon, et alors là, on est mal. Ouais. Deuxième élément, souvent les collectivités ont l'ancienne habitude de faire à l'inverse de ce que j'évoquais en clarté communicationnelle, de faire des matrices budgétaires où on n'a pas de nomenclature, on n'a pas de suivi par type de politique conduite. J'ai une dépense de mon service marché, je ne vais pas la ventiler par type de politique conduite. Je peux, en comptabilité publique, mais ou privée aussi. Je peux faire des comptabilités par fonction, mais en général, très souvent, je ne le ferai pas. Et très souvent, on nous dit non, mais maître, on ne rentre pas dans le débat, on refuse. On dit moi, je dépense ce qui est marqué en scolaire, le reste, c'est à vous, école privée, de me trouver. Et malheureusement, ça ne marche pas. Je vais vous raconter une histoire pas drôle. Je devais te raconter, mais à vous, à tous. Devant le théâtre de Montpellier, comme ça, il y avait une commune qui avait dit non, mais c'est à l'OGEC, en l'occurrence, de prouver. Ils disent 15% des dépenses de la commune, c'est n'importe quoi. Et donc, non, c'est pas 15% des dépenses de la commune. Eh bien, faute d'avoir une réponse détaillée, l'ETA a dit, attendez, l'OGEC dit que c'est 15%, c'était à vous de prouver que c'était pas 15%. Vous avez balayé ça d'un revers de manche, donc du coup, moi je dis que c'est 15%. Parce que vous n'êtes pas rentré dans le débat, en fait. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est une règle assez classique en contentieux administratif. Quand on parle de faits, on va dire, charge de preuve à compte Bourg-Quéran. Oui, la charge de preuve à compte Bourg-Quéran. Mais sur un certain nombre de faits, notamment ce genre de pourcentage, une fois qu'il affirme un truc, on est obligé, nous, de détailler que c'est pas vrai. Ce faisant, nous aidons le travail du requérant. Puisqu'on est obligé de détailler. Et donc, c'est très dur de détailler ce qu'on fait sans alimenter derrière le requérant. Donc, et alors le problème, c'est que depuis ce jugement, il y a beaucoup d'écoles privées qui disent merde, en général, c'est 15%. En ce moment, sur cette jurisprudence. Ah non, c'est 15% en l'espèce parce que la collectivité avait refusé de se défendre sur ce pourcentage. Le problème, c'est que maintenant, ils nous disent ça. Alors, c'est d'autant plus idiot. Et ça, c'est très dur parfois à faire expliquer en expertise que si je suis une commune membre d'une métropole ou d'une commune urbaine, par exemple, ou même d'une agglomération très intégrée, il reste beaucoup moins de dépenses dans la commune, il reste le scolaire et 2-3 trucs. Les sommes ne seront pas les mêmes, les pourcentages ne seront pas les mêmes que si je suis dans une commune, membre d'une communauté de communes qui a très peu de compétences. Il y en a qui en ont beaucoup, mais voilà, etc. Donc, en plus, raisonner en pourcentage est particulièrement idiot. Mais c'est ce qui est fait tant qu'on n'a pas, nous, dans un premier temps, levé le voile sur un peu de comptabilité analytique. Donc, pourquoi faut-il anticiper? Faites des comptabilités analytiques pour prouver que les élèves vous coûtent très cher dans les domaines qui sont l'investissement et tous les autres domaines qui ne donnent pas lieu à prise en compte dans le calcul élève. Et en marché public, en service juridique, financier, tout le reste, ça ne va pas dépenser tant que ça. Mais non, je ne l'ai pas dit. On n'est pas enregistré là, si. Ah oui. Mais voilà. Mais bon, voilà. On n'est pas en direct. Votre comptabilité doit être honnête et sincère, bien sûr. Je ne dis pas l'inverse. Mais dans ce qui peut donner lieu à arbitrage en toute légalité, c'est bon, je m'arrange quand même pour ne pas faire une comptabilité analytique qui se retombera contre moi non plus. Voilà. Et puis surtout, on essaie aussi d'alerter, de sensibiliser peut-être un peu les élus, les communicants publics, non? De ne pas écrire n'importe quoi dans les bulletins. C'est indispensable. C'était tout l'objet de cette vidéo, c'est ça. C'est parce que j'ai eu encore des dossiers où on rame à contre-courant et je me suis dit, voilà. Bon, écoute. Allez, on va faire une vidéo là-dessus pour alerter. La prochaine fois, je suis ravi en tout cas d'avoir à peu près compris ce qu'il fallait faire. Merci à toi, cher Eric, et bientôt, merci bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.